C'est une pratique aussi large que populaire, mais qui fait encore l'objet de très nombreux clichés. Comme dans le sport, les professionnels de l'e-sport sont des stars internationales, mais parfois, il faut le dire, il y a toujours un petit gap générationnel. Mais au fait, c'est quoi le e-sport en 2023 ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Kayane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Vous êtes joueuse professionnelle de sport de combat notamment, de jeux vidéo, de sport de combat et animatrice. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Je voudrais qu'on parle un peu du e-sport parce que c'est un phénomène qui est pas nouveau, mais qui prend des nouvelles dimensions, notamment avec l'avènement des nouvelles plateformes. Mais d'abord, pour revenir aux fondamentaux, je voudrais simplement avoir votre définition du e-sport, qui est une définition probablement très large. Mais comment est-ce que vous définiriez la notion simple de e-sport ? C'est tout simple en fait, je le décris comme la pratique de jeux vidéo en compétition. Tout simplement, ça commence comme ça. Dès qu'on pratique du jeu vidéo à un niveau plus compétitif, où on se dit c'est pas que pour le fun, parce qu'on a envie de se dépasser et qu'on s'entraîne pour être plus fort, moi j'appelle ça de l'e-sport. Donc en fait, c'est quand on sort du multijoueur et qu'on passe dans la compète. On passe dans la compétition où on veut se confronter aux autres et voilà, avoir l'envie de gagner. Et à quel moment, parce que donc on va revenir aussi sur votre histoire à vous, donc vous avez commencé très très jeune à jouer à des jeux de combat, donc c'est notamment Soul Calibur. Tout à fait, Soul Calibur, Street Fighter, Tekken, ce sont par exemple des jeux de combat que j'affectionne beaucoup et en particulier Soul Calibur. Donc qui est sorti dans les années 2000. Moi, j'y jouais un petit peu moi sur Dreamcast, j'adorais ce jeu, j'étais certainement bien moins bon que vous, mais j'adorais le jeu, je trouvais ça vraiment pas mal. Et à quel âge finalement vous êtes rendu compte qu'il y avait un potentiel Moi j'ai commencé les jeux vidéo à 4 ans et les jeux de combat à 7 ans, et c'est à partir de mes 9 ans que j'ai commencé la compétition. Et en fait à l'époque mes frères étaient champions de Tekken, un jeu de combat, et c'était vraiment de famille en fait. À la maison c'était Tekken, on jouait à la maison ensemble, on jouait contre les copains. Enfin, moi, je jouais contre les copains de mes frères, donc ils avaient 7 ans et 11 ans de plus que moi. Et quand mes frères ont réalisé que je battais les copains, ouais. Ils se sont dit, pourquoi on ne l'emmènerait pas aussi en tournoi, notre petite sœur ? Et à mon premier tournoi, j'ai terminé vice-championne de France sur le jeu Dead or Alive 2 et Soul Calibur 1, qui était sur Dreamcast. Bon, on va se tutoyer, je t'ai voyé, mais on va se tutoyer. Alors, on est jeunes encore. Voilà, exactement. Concrètement, donc ça, c'était dans les années 2010, 2015, quelque chose comme ça ? Ah non, là, c'était 2001. 2001, ah oui, pardon, là, d'accord, oui, c'était il y a un petit moment. Donc aujourd'hui, comment ça se passe quand je veux faire du e-sport ? Parce que comment ça se passe pour les tournois ? Parce que les tournois, c'est 100% en ligne, c'est des tournois en physique. Il y a les deux cas de figure. Il y a des tournois qui se font en ligne, il y a des tournois qui se font en physique. Et dans la partie jeu de combat, par exemple, pendant très longtemps, en fait, on n'avait que les tournois en physique, où ça se passait même dans des salles de classe d'ingénieurs. On allait dans des écoles type Epitech. Ah oui. Et on installait, quand il n'y avait pas cours, des tables, des chaises, on ramenait des écrans. Parce que c'était le multijoueur avant Internet, avant que ce soit du multijoueur Internet. Avant qu'il y ait Internet. En local. Ouais, c'était complètement en local. Et ce qui est pratique en fait quand on joue à des jeux de combat, c'est qu'on a un écran, on a une console et puis on joue face à son adversaire côte à côte. Donc ça nous permet vraiment d'affronter quelqu'un qu'on a en visu et ensuite d'organiser des tournois 64 joueurs, 128 joueurs, 256, voire même aujourd'hui on va jusqu'à 1024 joueurs en France sur du Smash Bros Ultimate. Donc tous ces joueurs sont simultanément présents. Et aux États-Unis, par exemple, le plus gros tournoi au monde de jeux de combat, il y a 12 000 joueurs présents au Mandalay Bay Center. Donc c'est absolument... D'ailleurs, on rappelle quand même accessoirement que l'industrie du jeu vidéo, de façon générale, c'est l'industrie culturelle la plus puissante au monde, devant le cinéma. Et alors, j'avoue que sur le terme du e-sport, bon, on veut expliquer ce qu'est le e-sport, mais c'est vrai que ça reviendrait presque à expliquer ce qu'est le sport. Or, dans le sport, c'est très vague. Ça peut être le foot, ça peut être plein de sports différents. Là, c'est pareil, finalement. Quand on parle de e-sport, c'est quoi les grands sports, donc on va dire les grandes ligues, les grands jeux vidéo qui dominent au niveau mondial, au niveau français, c'est peut-être pas les mêmes choses d'ailleurs. On parle beaucoup de jeux type League of Legends. Est-ce que c'est des jeux de combat ? Est-ce que c'est des jeux de stratégie ? C'est quoi aujourd'hui on va dire les ligues les plus populaires dans le monde ?
Alors, il y a plein de types de jeux différents en fait dans l'e-sport, hein. C'est à peu près comme le sport classique, traditionnel, où on va avoir plusieurs types. On a des jeux en équipe, on a des jeux qui se jouent en un contre un. Moi, je pratique des jeux de combat. Et Mhm. finalement, c'est un peu la niche de l'e-sport. Ah oui, c'est pas Oui, le plus. j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent dans les sports de combat. Tu vois, tu vas avoir des sports hyper populaires qui vont brasser des millions, énormément d'argent, énormément de ligues. Et après, tu vas avoir quelque chose un peu plus niche où les champions de cette discipline vont un peu plus galérer, enfin même beaucoup plus galérer pour gagner leur vie. À part quelques, deux, trois élus qui vont gagner des millions, mais la J'ai envie de dire, plupart... c'est un peu comme dans le sport classique finalement. Ah, c'est ce que, ouais, c'est Ouais, c'est ça. exactement ça Ouais. que je pense. C'est que quand je vois, par exemple, des champions de boxe que je connais et qui me disent ils sont obligés de cumuler plusieurs jobs à côté pour gagner vraiment leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des sponsors conséquents pour ne faire que ça. Je me dis, en fait, c'est pareil dans l'e-sport. Tu vas avoir des jeux comme League of Legends qui vont brasser des millions de spectateurs, donc du coup, des millions d'euros à gagner. Donc Et à League of côté... Legends, c'est un peu le foot de l'e-sport, hein, si je veux résumer. C'est le- la ligue la plus populaire, le jeu le plus Ah, c'est populaire. vraiment le C'est jeu le plus ça. C'est populaire l'équivalent du foot dans le sport, quoi. qui se joue en équipe, qui du coup, oui, va vraiment être l'équivalent d'un sport national Ouais. dans certains pays. Et en France, d'ailleurs, il y a eu de grands rassemblements qui se sont faits, notamment à l'Accor Arena, où on a eu 12 000 spectateurs pour un événement organisé par la CACORP, qui est une grosse structure française d'e-sport. Et ça a été juste incroyable de voir 12 000 billets pour un gala, finalement, un gala d'e-sport, donc vendu que pour les Français. Oui, et puis ça fédère des gens, parce qu'on se dit, le e-sport, finalement, maintenant, c'est en ligne. On va parler de Twitch tout à l'heure. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça rassemble physiquement les gens. C'est-à-dire que les gens veulent aller sentir une ambiance. C'est-à-dire qu'on a une ambiance de stade, en fait. C'est-à-dire que, et du coup, les joueurs, quand on s'entraîne, alors sur le sport, sur les jeux de combat, c'est peut-être un peu différent parce que c'est individuel, peut-être plus, mais sur des sports d'équipe, type League of Legends, type Counter-Strike, des choses comme ça, c'est des entraînements d'équipe qui sont hyper rigoureux, je suppose. Donc, il y a des entraînements physiques. Les joueurs doivent se retrouver plusieurs fois par semaine physiquement pour mettre au point leur stratégie. Oui, Ah ça peut oui. se faire plutôt à distance. En fait, la plupart des grosses équipes qui sont très importantes et bien structurées, généralement même, ils vivent ensemble. Donc, ils vont D'accord. vivre dans une sorte de gaming house, comme on l'appelle, où vraiment c'est une maison où l'équipe va jouer ensemble, s'entraîner régulièrement, préparer des stratégies avec un coach et s'entraîner 7 heures par jour. Et ensuite, ils dorment dans des chambres séparées, mais ils sont ensemble tout le temps. Oui, donc c'est vraiment une sorte de mise au vert, mais version gaming. Voilà. Moi, il y a une question que je me pose aussi dans le e-sport, toujours en faisant une analogie avec le sport, c'est que les jeux, ils évoluent dans le temps. On parlait de Soul Calibur, tu me disais que tu as commencé en 2001, mais aujourd'hui, si je commence à jouer à un jeu, imaginons, je suis très bon dans un certain jeu, je veux faire du e-sport. Mais ce qui est compliqué, c'est que le jeu, déjà, je ne sais pas s'il existera encore dans 5 ans. Et puis il y a des mises à jour, c'est-à-dire que la mise à jour, on ne sait pas tellement à quelle sauce on va être mangé. C'est-à-dire que si je suis champion du monde de Street Fighter, mais que le prochain Street Fighter, il y a des modifications qui font que c'est pas adapté pour moi, comment on gère ça? Parce que c'est comme si on changeait les règles chaque année en fait. Enfin chaque année, à chaque édition. C'est justement pour ça que c'est très difficile aussi d'être un joueur e-sport constant. C'est que on a un jeu qui va évoluer avec le temps. L'éditeur va régulièrement faire des équilibrages, donc des mises à jour. Ça peut être par mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Ça en fonction du jeu et de l'éditeur. Mais tu peux avoir vraiment des mises à jour qui vont profondément changer le jeu, changer les habitudes. Des fois, tu dois désapprendre ce que tu as appris pour t'adapter en fait aux nouveautés qui ont été importées dans le jeu. Et c'est hyper compliqué pour un joueur de passer, par exemple, d'un Street Fighter 5 à un Street Fighter 6, parce que toutes les mécaniques de gameplay vont changer. Donc on va avoir quelques similitudes, mais le cœur des mécaniques change et il faut absolument s'adapter pour ne pas être à la traîne. Et comment c'est géré ça? Parce que toi, on va rappeler quand même que sur Soul Calibur et sur Street Fighter, tu as un niveau
de classe mondiale, c'est-à-dire que tu participes, tu es dans les meilleurs mondiales dans ta catégorie, dans ces jeux-là. Moi, j'ai participé pendant très longtemps, oui. C'est ça. Du coup, les éditeurs de ces jeux, est-ce que ils te contactent, ils bossent avec toi pour essayer de te dire, on travaille sur ce type d'évolution. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des échanges directement avec les éditeurs des jeux? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller aux États-Unis ou au Japon, appelé par les éditeurs pour pouvoir tester les jeux en avant-première quand ils sont en phase de test, pour apporter mon avis, apporter peut-être quelques changements pour améliorer les mécaniques du jeu. Ensuite, il y a des phases de bêta. Donc des bêtas en ligne en fait où l'éditeur va mettre à disposition le jeu pour qu'il soit testable par un certain nombre de joueurs. Parfois, c'est des bêtas fermés, mais parfois, c'est ouvert. Ça veut dire que des fois, on est sélectionné par tirage au sort ou pour quelques personnes qui sont vraiment à fond dans le jeu. Et ensuite, ils font un formulaire où les gens vont donner leur feedback et régulièrement, ils vont lire ça et améliorer le jeu et refaire une autre bêta avec des améliorations. Donc voilà, ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. Ils font au mieux pour que ça puisse satisfaire le maximum de joueurs. Et c'est une évolution qu'il n'y avait pas avant. Oui. Avant qu'il y ait du community management, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas toutes ces mises à jour. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on apporte tout le temps. Oui, parce que pour un éditeur, j'imagine qu'on a un jeu qui cartonne en e-sport, on n'a pas envie de déstabiliser les champions non plus. Parce que si tu te retrouves d'un jour à l'autre complètement déstabilisé par une nouvelle version, c'est extrêmement difficile à gérer. Pour l'éditeur, c'est un enjeu même de popularité du jeu aussi, j'imagine. Et c'est très difficile pour eux aussi parce que dans les formulaires, n'importe qui peut répondre aussi. Et parfois, il y a des gens qui râlent un peu pour rien en disant tel personnage, telle mécanique est beaucoup trop forte, c'est abusé. Et eux, je pense, l'éditeur, la difficulté qu'ils ont, c'est aussi de trier ceux qui abusent et ceux qui sont vraiment sérieux et dont leur parole est vraiment importante et intéressante. Ouais, et puis tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Je sais pas, par rapport à FIFA. Alors moi, j'aime bien jouer à FIFA, par exemple. Quand il y a une mise à jour, parfois, je sais pas, ça va changer la dynamique de balle. Moi, ça va me désavantager parce que je vais préférer un truc peut-être plus arcade. Et il y a un autre joueur que ça va avantager parce qu'il joue vraiment au foot, moi pas du tout. Donc il va savoir comment gérer le truc. Donc c'est vrai qu'il faut gérer une sorte d'égalité aussi entre les joueurs. C'est ça qui est très difficile, je pense, pour un éditeur aujourd'hui. Et c'est pour ça que parfois, il y a des mises à jour qui sont un peu foireuses parce que peut-être ils ont trop écouté ceux qui se plaignaient. Et finalement, le cœur des joueurs n'est pas du tout en phase avec ce qui a été changé. Et parfois, on a des éditeurs qui vont faire des retours en arrière pour satisfaire encore leur communauté. D'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, en interne à gérer. Il y a une question que je me pose aussi, c'est la question de l'âge. Parce que instinctivement, intuitivement plutôt, on va se dire, quand je joue à un jeu vidéo, je peux jouer jusqu'à 50, 60 ans, 70 ans, enfin peu importe. Mais les champions, c'est pas comme dans le sport classique où les champions vont forcément se renouveler avec l'âge. Dans l'e-sport, on va se dire, mais un champion, finalement, il peut jouer tout le temps. Et puis, finalement, en discutant avec d'autres professionnels de e-sport, on m'a expliqué que non, pas tant que ça. Parce qu'il y a quand même une question vraiment de réflexe quand on joue à Street Fighter, mais quand on joue à Counter-Strike, en fait, ça joue à la milliseconde. Et finalement, entre 15 ans et 30 ans, c'est plus tout à fait la même chose. Oui, je pense aussi qu'il y a un moment donné où la vie rattrape aussi. Ouais. On ne va pas forcément mettre le même temps que quand on avait 15 ans ou 18 ans. Et il y a ça aussi qui joue énormément quand on est un joueur professionnel. On peut s'adonner pendant 7 heures, voire 10 heures, mais plus encore par jour. Et puis, voilà, vivre dans une gaming house à s'entraîner avec ses coéquipiers, avec un coach, etc. En fait, c'est hyper prenant, c'est difficile à vivre pour quelques années. Et ensuite, je pense que les joueurs aussi en ont marre et ça peut jouer énormément sur la performance. Oui, c'est clair. Mais par exemple, dans les jeux de combat, il y a toujours des champions qui ont 40 ans plus et qui se débrouillent très bien. Je pense qu'ils ont toujours d'excellents réflexes, mais il y a aussi l'expérience qui joue. Donc là, on voit arriver une nouvelle génération de joueurs de 16 ans qui ont des réflexes surhumains. Aujourd'hui, les joueurs de 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas ces réflexes qu'ont ces jeunes. Mais en même temps, quand on voit le temps qu'ils y passent aussi, c'est plus le même temps que nous, on met, parce qu'on a des priorités, de vie de famille, t'as d'autres choses aussi, voilà, factures à payer, etc., qui jouent aussi énormément et qui font qu'on peut moins s'adonner à cette discipline comme avant.
Et toi, par exemple, bon, t'es encore jeune, mais par rapport, est-ce qu'il y a des choses que tu as un peu perdues, je sais pas, sur Soul Calibur, sur Street Fighter? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais à 15 ans que tu n'arrives plus forcément à faire et qui font que tu dois jouer un peu différemment? Je pense que j'ai un peu perdu de ma fougue. Ah ouais? On m'appelait le pitbull quand j'étais petite parce que vraiment je fonçais, les yeux fermés, j'allais tout le temps au corps à corps, mais parce que j'avais pas peur. Mais c'est peut-être parce que j'étais très jeune et que je me rendais pas compte en fait de ce que je faisais. Et les adultes du coup qui m'affrontaient alors que j'avais 12 ans, ils disaient mais c'est impensable, c'est juste impossible Ils de jouer comme déstabilisaient, ça en parce que fait. c'était hyper déstabilisant, je respectais rien des règles du jeu entre guillemets, parce qu'il y a des propriétés dans les coups. En fait, une fois qu'on donne un coup, par exemple, à l'adversaire et qu'il est en garde, en fait, normalement, je ne suis pas censée attaquer directement derrière. Il faut respecter le temps mort et tout ça. Et moi, parfois, je ne vais pas respecter ces temps. Et c'est ça qui est perturbant, en fait, pour les adversaires, c'est qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle Oui, a en pas fait, le tu droit as de faire. bousculé les habitudes du sport, quoi. Tu es arrivé avec une Ouais, nouvelle technique c'est ça. et tu as un peu cassé les choses. Voilà, c'est très psychologique quand on joue un jeu de combat et en particulier aussi quand on a l'adversaire à côté. Et Ça, franchement, ça doit quand même tout changer parce qu'il y a une dimension psychologique. Quand on joue en ligne, évidemment, bon, bah, là, on c'est voit pas purement un jeu. l'adversaire. Ouais. Mais quand tu vois l'adversaire, tu peux un peu le déstabiliser aussi. Ah, complètement, ça On change est tout. d'accord. Ça change vraiment tout. Le fait d'avoir son adversaire à côté, de voir dans son regard s'il a confiance en lui ou pas. Rien que de se serrer la main, on voit la poigne si Ouais, elle est toute molle ou si au contraire si c'est la main est ferme moite ou pas. et confiant. Et ça peut déjà déstabiliser l'adversaire de montrer que tu as confiance en toi et que tu vas gagner. Et cette confiance, en fait, peut déstabiliser. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on joue en ligne. C'est pour ça que je priorise toujours de jouer en événement physique. Alors quand même, on parlait d'événements physiques et de jouer en ligne, justement. Ça fait maintenant quelques années que Twitch est arrivé, que c'est devenu la plateforme de streaming numéro 1 dans le e-sport. Est-ce que ça a totalement transformé la façon de participer à des compétitions Twitch et surtout de vivre en fait le e-sport? Ça a complètement changé. Et moi, Par rapport à ce que tu as vécu Ah bah notamment oui, j'ai vu à tes toute débuts en fait. l'évolution. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que bon, je suis pas vieille, hein, mais j'ai vu toute l'évolution. J'ai commencé les tournois où, comme je te disais, on était dans des salles de classe d'ingénieurs et on squattait quoi. Et le truc, c'est que cette évolution a permis de passer de salles de classe à remplir des stades, remplir des salles de concert. Et la diffusion sur Twitch, elle a apporté beaucoup de pratiquants. Et beaucoup d'intéressés, de spectateurs, mais aussi de pratiquants, parce que les gens ont vu que ça existait, parce qu'on a aussi donné envie à travers nos joueurs, à travers nos commentateurs, les organisateurs. En fait, tout cet écosystème a permis de montrer que ça existe et qu'il y a des professionnels dans ce milieu-là. Et le fait de le montrer comme un véritable show, comme un spectacle, ça a permis d'avoir énormément de gens qui s'y intéressent. Et forcément, cette audience qu'on n'avait pas avant, parce que avant, pour diffuser quelque chose, c'était la télé. La télé ne s'intéressait pas forcément à nous. Du coup, avec ce propre canal de diffusion qui est devenu le nôtre, on a pu montrer qu'on intéressait des millions de spectateurs avec de l'e-sport. Et forcément, ça intéresse des sponsors qui ont besoin d'audience, qui ont besoin d'intéresser des jeunes et ils vont miser du coup leur argent, leur investissement sur Twitch et sur l'e-sport. Mais du coup, ça veut dire que, entre guillemets, un champion ou une championne de e-sport devient une star aussi de Twitch, de fait, une star du streaming, donc va attirer des sponsors. Tu disais tout à l'heure, quand on a 30 ans, on a des factures à payer notamment, versus un ado, entre guillemets. Un peu jeune, ouais. Voilà. Est-ce que finalement, le fait d'être sur Twitch, d'être un peu son propre média, ça aide là-dessus à être plus indépendant par rapport à ce que tu as vécu au début? Alors en fait, l'arrivée de Twitch a vraiment permis d'avoir plusieurs façons de vivre sa vie en tant que joueur, et je pense aussi en tant que sportif, hein, quand on s'intéresse à ce support-là, parce que on va pouvoir diffuser ses entraînements, on va pouvoir diffuser ses propres compétitions qu'on peut organiser avec son public. On diffuse en fait pas mal de choses aussi, comme des conseils, des tutoriels. Donc on peut vraiment interagir avec sa communauté qui nous pose des questions, on répond, c'est hyper interactif. Et surtout d'avoir cette relation entre le talent et son fan, ça change tout.
Oui, parce que ça, pour le coup, autant on a fait beaucoup d'analogies avec le sport classique, ça c'est spécial au e-sport, c'est-à-dire que dans les sports physiques, on va dire, euh, enfin, les sportifs ne sont pas, ils sont sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais ils ne gèrent pas à ce point-là leur communauté. Oui, ils ne sont pas en train de répondre en direct Voilà. à une question d'un viewer, quoi. Exactement, alors que là, Ouais. pendant l'entraînement, tu vas répondre à une question. Bah, pendant que je m'entraîne sur Twitch, on va me poser des questions sur tu utilises quoi comme support pour jouer, tu joues sur PC, sur console, et moi je vais répondre directement en direct. Hein. Et c'est du coup un engagement qui est créé, qui est très fort, et ça intéresse énormément les marques. Donc moi je peux avoir des sponsors qui sont hyper intéressants parce que j'ai cet engagement-là qu'il n'y a pas sur d'autres réseaux, et parce que maintenant je peux quantifier mon audience. Avant, quand on jouait dans un événement physique face au public qui était sur place, mais je ne pouvais pas le quantifier, je ne pouvais pas prouver en fait mes statistiques. Et aujourd'hui, c'est super facile. Après chaque live sur Twitch, je connais exactement le nombre de spectateurs qu'il y a eu, l'engagement, le nombre de personnes qui a interagi sur le chat. Et donc, c'est ça qu'on peut vendre aux marques maintenant. Alors, il y a un sujet que je voulais aborder, qu'on aborde souvent dans ce domaine-là, mais j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur ces sujets, c'est le sujet du sexisme, notamment sur Twitch, parce que j'ai échangé avec des joueuses sur Twitch qui avaient du mal en fait juste à jouer, c'est-à-dire sans se faire insulter. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, être une femme sur Twitch, c'est toujours aussi difficile qu'il y a 3-4 ans, parce que Twitch a dit qu'ils allaient faire ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts sur la modération. Est-ce que c'est encore compliqué, même quand on est comme toi, une des championnes au monde de sa catégorie, j'ai envie de dire, dans sa pratique. Est-ce que tu fais face parfois à ces problèmes ? Alors personnellement, je fais plus face à ces problèmes-là parce que je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. J'étais sous-estimée par les joueurs parce que j'étais une petite fille, une enfant plus fille. Donc c'était le combo où vraiment j'avais tous les commentaires sexistes et misogynes. Enfin voilà, je suis passée par quand même une phase de plusieurs années où on pouvait me critiquer parce que j'étais une fille. Et en fait, à force de performer, aujourd'hui, j'ai 67 podiums qui sont inscrits dans le Guinness World Records. Mais généralement, on va pas du tout me parler en mode ouais, t'es une fille, t'es nulle. Parce que généralement, je casse des gueules en Oui. 1 contre 1. Oui. Donc on peut même pas dire que si je gagne, c'est grâce à mon équipe. Oui. Tu vois, il n'y a pas mieux que le 1v1 pour S'il y en a qui ça. t'emmerde, tu dis viens jouer, mets-toi en face de moi sur Street Fighter qu'on rigole un peu. Exactement. Voilà. Mais c'est malheureusement pas le cas pour tous les types de jeux. Moi, je suis en 1 contre 1, je suis bien contente. Quand je veux m'inscrire, j'ai juste à aller au tournoi, me présenter et affronter n'importe quel adversaire. Et puis toutes les stars de Twitch, entre guillemets, enfin on va dire les personnalités les plus suivies sur Twitch, sont des gens ou des jeunes femmes par exemple, ou des femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais c'est pas forcément des championnes non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Twitch, il y a des stars qui ne sont plus forcément uniquement des champions, c'est des gens qui ont une communauté. Et elles, par exemple, c'est plus compliqué, par exemple, alors que il y a des stars de Twitch masculines qui ne sont pas des champions et qui sont un peu plus tranquilles de ce côté-là. Oui. Donc c'est plus compliqué à gérer quand même pour une femme sur Twitch. Je pense que dans l'ensemble, celles qui jouent dans des jeux qui se jouent en équipe ont beaucoup de problèmes parce que on peut être face à des joueurs qui sont dans notre équipe dans un jeu où, par exemple, on est dans une équipe qu'on doit trouver aléatoirement sur Internet. Elles vont être avec des coéquipiers qui sont sexistes. Et quand ils vont se rendre compte que c'est une fille parce qu'elle parle au micro et qu'ils entendent une voix de fille, tout de suite, elles peuvent être confrontées à des remarques sexistes. On a vu des vidéos sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est insupportable. C'est complètement insupportable. Elles en sont au point où elles doivent complètement cacher le fait que ce soit des femmes. Donc elles se mutent pour pas qu'on les entende. Mute, c'est elles coupent le micro. Ouais, elles coupent le micro. Elles prétendent être des hommes parfois. Même moi, j'ai dû le faire pendant une période quand je jouais en ligne. Et c'est, je pense, quelque chose qui doit changer à force parce que les filles mettent de plus en plus ces clips-là sur Twitter pour montrer leur quotidien. Et je pense qu'il y a une sorte de remise en question générale. Les gens ont réalisé que ça existe véritablement et que ce n'était pas quelques petites plaintes de filles qui veulent attirer l'attention. Oui, et pour longtemps, il y en a qui l'ont pensé. Et on parle juste de personnes qui ont envie de vivre leur passion, enfin juste de jouer à un jeu vidéo. On parle quand même d'un truc assez classique, j'ai envie de dire. Mais je pense que cette visibilité qui a été apportée grâce aux clips qu'on peut faire sur Twitch, de montrer que c'est un phénomène
de société qui existe véritablement, ça fait prendre conscience à beaucoup d'hommes que ça existe et des hommes qui cautionnent pas ça du tout. Donc de plus en plus, en fait, quand ce genre de choses arrive en pleine partie, généralement, on peut voir que les filles ont même plus besoin de se défendre. Il y en a d'autres. Il faut que les autres, il y en a d'autres qui arrivent et qui vont les défendre à leur place. Quand on arrivera à ce que ce soit un grand pourcentage de chances que ça arrive et que les filles n'aient pas à se défendre toutes seules, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et pour l'instant, on en est encore à faut que vous réalisiez que ça existe. Et je pense que c'est rassurant de voir que des hommes cautionnent pas ça et les défendent. Mais là encore, il y a encore beaucoup de boulot. Là, il y a encore beaucoup de boulot, de modération, de punition aussi des éditeurs pour que les joueurs soient pénalisés quand ils ont un comportement oui, qu'ils se fassent bannir, je sais pas, pendant 2 jours, peut-être que déjà ça... Ouais, je pense même plus. Non, mais ça dépend, ça dépend évidemment de ce qu'il fait, évidemment, mais d'avoir des sanctions, j'ai envie de dire, fermes, ou même sur Twitch. Twitch pourrait les bannir déjà de Twitch. Et après, il y a l'éditeur qui peut bannir aussi, évidemment du jeu. Je pense que les éditeurs ont vraiment leur rôle à jouer là-dessus pour absolument pas cautionner ce genre de choses. Il y a aussi la communauté qui ne doivent pas laisser ce genre de choses se produire. Et chacun est important parce que si une femme peut se sentir safe, se sentir en sécurité sur cette zone de jeu, c'est important pour inciter d'autres femmes à se dire on peut jouer tranquillement et si jamais je me fais embêter, c'est pas grave parce que les autres aussi vont me défendre. Et je pense que c'est très important que ces types de situations ne se répercutent pas beaucoup plus et qu'au contraire ça freine. Mais il faut que tout le monde ait son rôle. Oui, et que ça n'empêche pas des jeunes filles qui ont envie juste de jouer à des jeux vidéo de jouer. Tout à l'heure, j'y repense, j'ai fait un lapsus. J'ai parlé de vrai sport, je crois, quand j'ai parlé des sports, j'ai dit le mot vrai sport. Ça montre encore qu'il y a peut-être du travail là-dessus, mais justement, je voulais terminer là-dessus sur ce rapprochement entre guillemets, le vrai sport, c'est-à-dire que le sport physique et les jeux vidéo. Est-ce que toi, tu y crois? On en parle souvent, il y a des clubs, je pense au PSG, qui ont essayé de mettre ensemble des équipes de e-sport. On parle des JO aussi, de mettre du e-sport. Est-ce que tu y crois ou est-ce que ça te paraît un peu artificiel de vouloir mélanger ça? Parce qu'on dit e-sport, mais c'est une pratique qui est presque plus culturelle, j'ai envie de dire, que sportive parfois. Est-ce que tu y crois à cette, on va dire, pas cette fusion, mais ce rapprochement entre le e-sport et le sport? Ce rapprochement, il s'est fait très naturellement parce qu'on s'est beaucoup inspiré dans l'e-sport de ce qui existe dans le sport. Ne serait-ce que pour se regrouper, on a créé des associations e-sportives pour créer des clubs où les joueurs vont se regrouper pour jouer, pratiquer en fait leur passion ensemble. Les tournois qu'on organise aussi, on essaye de se référer aux modèles existants dans le sport. Donc on s'inspire de tout ça et forcément quand on pratique à haut niveau, à un moment donné où le corps et le mental sont hyper importants pour être performant dans le jeu. Donc on va avoir des coachs sportifs qui vont être présents dans certaines équipes e-sport pour pouvoir vraiment donner de la pêche en fait aux joueurs pour leur dire c'est une pratique quand même sédentaire, on est sur un PC, sur une console, on joue 7 heures par jour. À un moment donné, il faut aussi sortir de là et bouger, se sentir bien dans sa peau parce que c'est important aussi pour avoir de l'inspiration en jeu. Et d'ailleurs, on voit que maintenant il y a aussi des préparateurs physiques pour les joueurs de e-sport, c'est-à-dire que justement, c'est qu'il faut physiquement être en forme pour bien jouer. C'est ça, il faut être concentré. Cette concentration peut être apportée grâce au sport ou par de la musique, mais le sport, c'est hyper important pour l'endurance que ça apporte. Quand on voyage à l'autre bout du monde, qu'on est jet-lagué et qu'on doit vivre un tournoi qui est très difficile pendant tout un week-end, qui est épuisant mentalement et même physiquement, si on est épuisé, qu'on a une alimentation pourrie et qu'on ne pratique pas de sport, on a encore moins de chance face à quelqu'un qui, au contraire, a une bonne hygiène de vie, s'entraîne régulièrement physiquement et fait attention à son alimentation. En fait, un pratiquant e-sportif, il doit mettre toutes les chances de son côté et ça passe aussi par une bonne forme physique. Donc finalement, c'est des réflexes qu'on a déjà dans le sport, entre guillemets, traditionnel. Merci beaucoup, Kayene, d'être venue dans Métadonnées. Ta prochaine compétition là, qui se prépare, tu as quelque chose Alors je vais au Japon pour l'Evo Japan, qui est un gros événement de jeux de combat.
ça. Il y aura l'édition à Las Vegas aussi cet été. Et puis, il y aura Street Fighter 6 qui va sortir et qui, forcément, est le gros jeu de combat next-gen très attendu. Donc, ça va être reprendre la compétition à fond. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, Kayane, d'être venue dans Métadonnées.